Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Akitsu Leader Voice. Pour cet épisode, nous sommes au catalyseur de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Je suis vraiment ravie de pouvoir faire cette série d'épisodes ici. Aujourd'hui, j'accueille Mariam Katab. Mariam est directrice générale de Mosaïque RH. Qu'est-ce que Mosaïque RH? Mosaïque RH est une organisation qui accompagne les entreprises dans leur politique de diversité et d'inclusion. Je remercie Louise Texier et Nathalie Jacquard pour cette opportunité et cette collaboration. Bonjour Mariam, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur le podcast Akitsu Leader Voice. Alors c'est un podcast où on parle de leadership, d'impact et de transformation. Je suis vraiment contente parce que ça fait déjà un moment qu'on se connaît et donc l'idée c'est vraiment de pouvoir partager ton parcours, tes engagements. Et la première question que j'aime poser à mes invités, c'est le fil conducteur de leur parcours. Et donc quel est le fil conducteur de ton parcours, s'il y en a un? Bonjour Andrea, je suis vraiment ravie d'être là et d'avoir ce moment de partage avec toi. Pour répondre à tes questions, mon fil conducteur, si je devais donner un mot, ce serait le mot diversité. Alors je sais qu'il est à la mode, ce mot-là, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a traversé ma vie depuis toujours. Et je vais te raconter pourquoi. Diversité. Oui, diversité. Alors tout d'abord, parce que moi je suis franco-marocaine, moi je suis née au Maroc. Dans une ville au bord de la Méditerranée, dans le nord du Maroc. Je suis venue en France, j'avais 1 an et demi. 1 an et demi? Un an et demi, bébé. donc bébé, tout bébé. Donc je suis née dans une famille, mon père est ouvrier, ma mère est femme au foyer, comme on dit. Donc elle n'a jamais travaillé. Mais surtout, en fait, pourquoi le nord du Maroc, je viens d'une ville qui s'appelle Tétouan, et qui est une ville qui est très marquée par la culture espagnole, arabo-andalouse exactement. Donc moi, bébé, j'ai entendu parler l'arabe, ensuite l'espagnol en deuxième langue. D'accord. Et le français n'est venu qu'en troisième. Donc pour moi, ces 3 langues-là, dans mes premières années, ont été les langues qui ont baigné mon enfance. Donc pour moi, c'est totalement naturel en fait de passer d'une langue à l'autre, arabe à la maison, français à l'école, espagnol, puis ensuite l'anglais. Donc finalement, j'avais ces 4 langues jusqu'à mon adolescence et ensuite à l'université. Et donc j'ai tout de suite été très intéressée par les cultures, les différentes cultures, les langues, les différentes religions, parce que moi je vivais dans un quartier à Amiens, dans une ville de province qui s'appelle Amiens, et donc on était dans un quartier dit populaire, avec beaucoup de populations issues de l'immigration, toutes les immigrations, donc maghrébines, africaines, européennes aussi, et asiatiques. Donc j'avais tout le monde rassemblé dans mon quartier, avec plein de langues et plein de religions différentes, et ça se passait super bien. Donc voilà, donc la diversité pour moi, j'y ai baigné, j'y ai grandi et c'est quelque chose qui pour moi était source de richesse et l'est toujours. Et je pense que ça a forgé en moi cette conviction qu'on peut totalement vivre ensemble avec nos différences, avec nos différentes cultures, avec nos différentes religions et nos différentes visions, points de vue. Et que tout ça crée de l'émulation, de la créativité, parce que c'est comme ça que moi je l'ai vécu depuis toute petite, et je pense même depuis dans le ventre de ma mère finalement, parce que je pense que j'entendais déjà toutes ces langues. Ces langues, donc l'espagnol et donc l'arabe. Absolument. Et puis en France, donc une famille, je suppose, vous êtes combien de frères et sœurs? Alors moi je suis l'aînée de 6 filles. 6 filles, voilà, d'accord. Donc, je suis née vraiment dans une famille où nous étions avec maman 7. Voilà, donc que des femmes autour de moi. Donc c'est aussi pour ça que je vois un attachement très particulier aussi à la question de l'égalité professionnelle des femmes, parce que pour moi, ça a été aussi mon berceau. Donc, absolument. J'ai vu aussi la force dont est capable une femme à élever 6 enfants sans travailler, avec donc
très peu de moyens finalement. Et donc voilà, c'est de la résilience, c'est de la détermination, c'est vraiment un engagement très très fort pour sa famille. Hein. J'ai vu ça dans la manière dont ma mère vit sa vie de famille et continue d'ailleurs à apporter plein de choses. Donc voilà, donc la question des femmes pour moi c'est très important. Et donc je pense que ça a été aussi on va dire que c'est ce qui a aussi ce qui m'a mis dans les rails en fait de cette question de l'inclusion et de la diversité, parce que quand j'ai fini mes études en province et que je suis venue en Île-de-France pour chercher un travail, je pense que là il y a eu quand même une prise de conscience. Voilà, donc il y a eu un avant, il y a eu un après. Mon côté élevé dans un environnement très divers, avec différentes cultures où tout allait bien, et puis l'arrivée en Île-de-France où ça a été un choc parce que j'ai perçu que cette diversité-là n'était pas considérée comme une richesse, au contraire. Donc j'ai commencé à rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire à me rendre compte que certaines populations étaient écartées, que certaines populations étaient discriminées, que la différence culturelle, qui était pour moi une richesse extraordinaire, pouvait être perçue de manière très négative. Et faire peur. Parfois, oui. Rejeter. Et donc là, il y a eu une espèce d'incompréhension de ma part où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose que j'ai fait 1 heure de train et finalement, il y a des siècles d'écart entre ma perception de la diversité et celle qu'ont d'autres personnes. Voilà, donc déjà la première prise de conscience, et puis ensuite l'arrivée sur le marché du travail. Le marché du travail. Voilà, qui était aussi... alors moi j'ai fait des études, ça ne va pas te surprendre, de commerce international et de langue étrangère. Absolument. Donc voilà, cohérent par rapport à l'univers dans lequel j'ai baigné. Et quand je suis arrivée en Île-de-France, donc je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas attendue sur le marché du travail, qu'il y avait plein d'autres jeunes comme moi qui cherchaient du travail. Et donc j'ai commencé dans le commerce international parce que c'est là où il y avait le plus de postes ouverts et puis là où, on va dire, mon profil matchait le mieux. Et petit à petit, donc... je suis arrivée dans un grand groupe international dans le luxe et je suis arrivée dans un département formation aux valeurs du groupe. Donc c'était une expérience passionnante. Mais au moment où j'ai voulu rester, parce que j'étais en contrat, pas de contrat indéterminé, un contrat déterminé, au moment où j'ai voulu y rester, on m'a fait comprendre que je n'avais pas fait la bonne école. Voilà, donc il y avait une liste d'écoles. Moi, j'étais formation universitaire, donc je ne cadrais pas avec l'école. Voilà. Donc là, ça a été un deuxième choc parce que je me suis dit, tiens, pourtant, ça fait 1 an et demi que je travaille dans cette entreprise. Sur ce poste, je donne satisfaction. Ma manager est plutôt satisfaite. Mais là, on me fait comprendre que si je veux rester, je ne coche pas toutes les cases. Donc voilà, deuxième choc. Donc je suis partie et c'est ce qui m'a motivée finalement à me former en RH. Donc je me suis formée aux ressources humaines et au diagnostic social parce que ce que j'avais aussi appris lors de cette expérience, c'est que les ressources humaines m'intéressaient, l'humain m'intéressait et je voulais continuer dans les RH. Donc ça m'a aidée à ça. Je n'ai pas pu faire la formation tout de suite puisqu'en reprise d'études, les formations sont payantes. Je n'avais pas, ça a un coût, donc il fallait que j'attende un petit peu pour pouvoir me faire financer cette formation. Et dans ce laps de temps-là, j'ai eu une opportunité de travailler à France Travail. Donc ça s'appelait pas France Travail avant, mais d'accompagner en fait des publics en recherche d'emploi
mais des publics très en difficulté, donc vraiment les plus éloignés. Éloignés du marché du travail. Éloignés du marché du travail. Et là, donc, j'ai forcément... travaillé pendant 3 ans. Hein. J'étais arrivée pour une courte période finalement. Je suis restée 3 ans parce que j'ai été nommée référente sur un programme particulier renforcé d'accompagnement. Et pourquoi c'est important? Parce que ça a été aussi un autre déclic, puisque j'accompagnais sur ce programme-là des personnes, notamment une personne, je pense que je m'en souviendrai longtemps, qui était un monsieur d'un certain âge, qui venait d'Afrique, donc il était réfugié, il avait un parcours extraordinaire, il avait été conseiller économique du président de son pays, avec un niveau de compétence vraiment très important, et donc qui est arrivé en France et qui a été complètement déclassé. Voilà, complètement déclassé. Donc ce monsieur qui venait toujours en costume, vraiment impeccable, qui avait été habitué forcément à un certain standing dans son pays, un certain niveau de vie, voilà, et avec encore une fois vraiment des compétences très pointues en économie, en finance mondiale, et qui est arrivé en France, qui ne trouvait pas d'emploi, ça faisait 2 ans, qui encore une fois, avait un sentiment de déclassement, avait un sentiment presque de honte. Hein. Il m'avait dit, moi parfois j'ai honte quand je me retrouve devant les entreprises parce que j'ai l'impression qu'elles ne veulent pas de moi, j'ai l'impression que je ne suis pas attendue et que malgré mes compétences, je ne corresponds pas à ce que recherchent les entreprises en France. Et donc là, voilà, autre déclic où je me suis dit, mais en fait, le diplôme n'est pas un rempart, finalement, les compétences non plus, et qu'il y a d'autres considérations, d'autres critères qui rentrent en considération quand on cherche du boulot en France. Et donc, je me suis rendu compte qu'un changement devait être opéré côté entreprise pour que ce type de profil-là puisse enfin s'intégrer professionnellement. Oui, parce que finalement, ce sont des compétences qui sont là. C'est des gens qui savent faire leur boulot, leur travail. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui manque, en tout cas, que la demande. Donc, les entreprises puissent rencontrer aussi l'offre sur le marché. Oui, parce que là, ce n'était pas une question de compétences techniques, parce que en fait, finalement, l'employeur ne regardait même pas les compétences techniques. On aurait pu lui faire des tests à ce monsieur pour voir s'il était capable, de manière très objective, d'accomplir les tâches demandées ou pas. Mais là, en fait, je pense que les recruteurs s'arrêtaient à son âge, s'arrêtaient au diplôme, qui était un diplôme étranger, une formation étrangère, encore que à ce niveau-là, honnêtement, pour les postes auxquels il postulait, il avait largement les compétences. À l'apparence aussi, je pense, faut dire ce qui est. Et donc, voilà, il n'y a pas eu cette analyse un peu plus approfondie du profil de la personne, de ses compétences. On s'est arrêté à, pour moi, des critères qui sont des critères esthétiques, en fait, ou des critères superficiels. Voilà. Donc, pour moi, là, je me suis dit, c'est injuste, c'est vraiment, c'est pas équitable, et c'est surtout un énorme gâchis. C'est surtout un énorme gâchis parce que ces compétences-là, elles auraient pu servir à des entreprises et elles auraient pu aussi offrir une stabilité à cette personne. Donc ça m'a vraiment motivée pour aller dans l'entreprise et essayer d'opérer cette transformation, d'opérer ce changement dans l'entreprise pour que, à terme, on puisse avoir des pratiques RH et des pratiques de recrutement qui soient beaucoup plus inclusives, beaucoup plus justes que ça. Donc c'est ce qui a fait que une fois que ce poste est terminé au bout de 3 ans, j'ai fait ma formation RH et diagnostic social, et puis je suis arrivée dans un autre grand groupe où là j'ai travaillé spécifiquement sur la question de la diversité et de l'inclusion. Au moment où le sujet arrivait en entreprise, en France. Et donc là, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, dans le sens où je pouvais vraiment essayer d'accomplir cette transformation
auquel j'aspirais depuis quelques années, au regard de mon parcours, au regard des constats et au regard des rencontres de personnes que j'ai pu avoir et qui m'ont partagé finalement leurs difficultés. Absolument. Et donc aujourd'hui, Mariam, donc, tu es directrice générale de Mosaïque RH. C'est quoi Mosaïque RH? Qu'est-ce que vous faites chez Mosaïque RH? J'imagine que ça a un lien avec tout ton parcours, mais je veux comprendre aujourd'hui qu'est-ce que vous faites exactement et quelle transformation on opère quand on travaille pour une structure comme Mosaïque RH. Alors, Mosaïque RH, c'est vraiment la mission qui me correspond à 100%. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai vu ce qui se passe très concrètement dans le parcours d'une personne en les accompagnant, une fois que j'ai travaillé sur les politiques diversité et inclusion dans les entreprises, et que j'ai vu là où on pouvait aller opérer ce changement, à quel niveau exactement, eh bien Mosaïque, sa mission, c'est justement d'aller d'aller travailler sur ces deux leviers-là, les candidats en recherche d'emploi et les entreprises, mais de l'extérieur, pour pouvoir accompagner le plus d'entreprises possible et le plus de personnes possible, et donc d'obtenir un impact maximum. Donc finalement, c'est très cohérent, expliqué comme ça, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, la vision, elle est là. Et donc Mosaïque aujourd'hui, sa mission, c'est de faire ça. C'est accompagner les entreprises pour rendre les pratiques RH plus inclusives. D'accord. Et accompagner les personnes potentiellement discriminées au regard de leur parcours, de leur origine, de leur âge, de leur situation de santé, et de les aider à valoriser leur parcours et de les outiller pour faciliter leur insertion professionnelle. Voilà, donc Mosaïque, c'est ça, et on le fait de manière, on va dire, très pragmatique, c'est-à-dire que pour pouvoir changer les pratiques RH et les mentalités, il faut rentrer dans l'entreprise. Absolument. Il faut faire un état des lieux pour voir là où le changement est nécessaire, à quel endroit précisément les processus RH, les équipes, voilà, à quel niveau ce changement doit être opéré. Et puis, côté candidat, c'est pareil. Donc, les candidats, soit on a besoin de les accompagner sur la compréhension des attentes des entreprises, soit on a besoin de les remettre en confiance, soit on a besoin de juste les connecter parce que nous accompagnons beaucoup de demandeurs d'emploi qui sont déjà diplômés en fait. C'est la majorité de notre public cible. C'est ceux qui justement font ce qu'on leur demande de faire, c'est-à-dire obtenir des diplômes, aller le plus loin dans les études, qui ont déjà un beau parcours, parce qu'on leur dit, si vous avez des diplômes, normalement, vous ne serez pas au chômage, sauf que ce n'est pas le cas. Et donc ceux-là, c'est ceux-là qu'on va accompagner en priorité pour faire en sorte qu'ils puissent trouver un emploi à hauteur de leurs compétences. D'accord. C'est génial. Donc, en gros, vous allez vraiment travailler sur finalement tous les leviers et les ressources de ce que je comprends. Et permettre de faire en sorte que les entreprises puissent rencontrer les bons candidats. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est comment on s'y prend concrètement vis-à-vis, dans un premier temps, des entreprises. J'imagine que c'est du temps passé, des échanges, des partenariats aussi. Mais côté candidat, est-ce que c'est de la formation, c'est des ateliers? Comment ça se fait concrètement, la mise en œuvre? Alors, côté candidat, nous avons des programmes où on va allier plusieurs choses. On va analyser le parcours de la personne et on va regarder de quel type de conseil elle a besoin. Est-ce que ces outils de recherche d'emploi sont efficaces? Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on va l'aider à améliorer ses outils, à avoir un CV qui soit efficace, qui soit attractif pour les entreprises et qui puisse mettre en avant surtout le potentiel du candidat. Même si, encore une fois, le CV ne fait pas tout, il reste encore aujourd'hui en France
l'outil le plus utilisé dans le cadre de la recherche d'emploi. Absolument. Donc aujourd'hui, vous savez bien qu'il y a des ATS, il y a des algorithmes qui trient les CV. Donc il faut essayer quand même d'avoir un CV qui soit le plus clair possible, qui valorise au maximum les compétences, les expériences de candidats pour se faire identifier. Donc on va travailler d'abord sur les outils, on va travailler aussi sur l'entretien qui est un moment très important. L'entretien, c'est les 30 minutes, les 40 minutes, les 60 minutes qui vont permettre à un candidat de montrer tout son potentiel. Donc encore une fois, ça se travaille. Voilà, ça se travaille. On n'a pas tous la même personnalité, on n'a pas tous la même aisance pour parler. Vous avez certains candidats qui sont préparés tout au long de leurs études à cet exercice, d'autres non. Donc nous, notre rôle, c'est pour ceux qui n'ont pas été suffisamment préparés, parce que tout le monde n'a pas la chance de faire des écoles qui forment sur l'insertion professionnelle, eh bien nous, on va rétablir cette égalité des chances et on va les préparer en entretien pour qu'ils puissent vraiment avoir le maximum de chances de défendre leur candidature et être le plus convaincante possible. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi d'ouvrir les candidats au monde de l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez parfois des candidats qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Voilà, ça arrive. Donc, c'est très important de les connecter avec des entreprises. Donc, on a un réseau d'entreprises dans lesquelles il y a des professionnels, des collaborateurs qui passent du temps avec nos candidats, qui les conseillent aussi, qui font connaissance, qui leur parlent de leur métier, qui leur parlent de l'entreprise, qui les aident aussi dans leur orientation. Et cette rencontre-là, elle est très importante parce que c'est ça qui va aussi faire tomber les préjugés des deux côtés. Absolument, et ça permet finalement d'avoir un pied dans l'entreprise et de comprendre comment ça fonctionne, parce que juste pour faire écho à ce que tu dis, c'est que parfois c'est pas simple de comprendre les codes en fait de l'entreprise. Il y a de la politique, quoi qu'on en dise, au sein de l'entreprise, comment se tenir, comment échanger, et ça va varier aussi d'une entreprise à une autre. Donc, comment ça se manifeste, je dirais, pour ces personnes-là, pour les personnes, quand ils se rencontrent, j'imagine que ça doit leur apporter énormément en termes de connaissances, comment coder en fait Ah oui, mais c'est énorme. En fait, c'est énorme. C'est énorme, parce que, encore une fois, je te disais, ça fait tomber les préjugés du candidat vis-à-vis de l'entreprise. Souvent, on a des candidats qui rêvent de rentrer dans certaines entreprises, mais il y a toujours une barrière. Ils se disent toujours, est-ce que j'ai le bon profil? Est-ce que cette entreprise va vraiment vouloir de moi? J'ai pas eu la chance de faire des très très grandes écoles prestigieuses. J'ai pas eu la chance de faire des stages à l'international. Je parle l'anglais, mais je parle pas deux autres langues. Est-ce que je vais plaire, sachant que, vous savez, quand on est potentiellement discriminé, on a tendance à intérioriser aussi les stéréotypes. Donc, on a tendance à penser qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'a pas la bonne couleur, qu'on ne vient pas du bon quartier, qu'on n'a pas fait la bonne formation. Et donc, ça peut se transformer en pensée limitante. Donc, nous, notre rôle, c'est de casser ces pensées limitantes en créant la rencontre avec l'entreprise qui va accueillir ces candidats, qui va mettre en face des collaborateurs qui vont avoir un échange et découvrir l'histoire, découvrir le parcours de ces candidats. Ça, c'est très puissant. Vraiment, c'est très puissant parce qu'en face, on a aussi des recruteurs, des managers qui, pour beaucoup, n'ont pas l'habitude de croiser ce type de profil. Et donc, ils vont découvrir le parcours de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont très motivés, qui ont, pour beaucoup, qui ont fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver là où ils en sont. Donc, ils ont fait preuve de détermination, ils ont fait preuve on va dire de résilience parfois, parce qu'ils ont eu plusieurs freins dans leur parcours, pas beaucoup de moyens, parfois ils habitent très loin, donc ils ont des journées à rallonge. Et donc, ils découvrent aussi, ces recruteurs et ces managers, des personnalités qui sont incroyablement
déterminés et motivés pour être là où ils sont, au moment où ils sont. Et donc, ça change leur regard. Absolument. Ça change le regard et ils regardent ensuite le CV différemment. Oui, parce que la rencontre, elle se fait, et elle se fait Absolument. de cœur à cœur, d'humain à humain et de parcours à parcours avec l'expertise. Je voulais m'arrêter sur un mot que tu as dit, stéréotype. Et je lisais un article que tu avais partagé où tu disais, quel que soit notre parcours, nous avons tous des stéréotypes ou des biais. Et je voulais comprendre, en fait, qu'est-ce que tu entends par là, et par rapport aussi à vos actions, aux rencontres que vous faites chez Mosaïque RH, comment ça s'impacte pour toi? Alors, on sait que les stéréotypes sont à l'origine des discriminations, puisque la manière dont nous percevons le monde, elle est différente en fonction de chaque personne. Encore une fois, moi, j'ai été baignée dans un univers très divers, multiculturel, donc j'ai des stéréotypes comme tout le monde, mais en tout cas, pour moi, la diversité culturelle, c'est plutôt vu comme une richesse. Pour d'autres personnes qui peut-être ont baigné dans un univers beaucoup moins divers, ils ont sans doute des stéréotypes qui sont différents. Donc on en a tous, puisque c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça, et qui fonctionne comme ça parce que l'environnement dans lequel nous avons baigné, l'éducation que nous avons reçue, les images que nous avons vues dans toute notre enfance, les discussions que nous avons eues vont forger une vision du monde. Absolument. Et donc, ces stéréotypes-là, on grandit avec. Quand on arrive sur le marché du travail, on arrive avec aussi. Et elles vont aussi pouvoir influencer notre comportement. Et donc, elles influencent notre comportement et aussi nos décisions. Et elles peuvent nous mener à traiter de manière différente des personnes en fonction de leur origine, en fonction de leur âge, en fonction de leur apparence physique. Et c'est là où interviennent les discriminations. Donc, pourquoi c'est important de travailler sur ces stéréotypes? Parce que, sachant qu'on en a tous, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Ça, j'aime beaucoup comment tu l'expliques, parce qu'effectivement, ce sont aussi nos expériences, juste pour ajouter à ce que tu disais, nos expériences qui vont façonner notre capacité à comprendre l'autre ou à voir les choses. Et oui, j'aime beaucoup comment tu le dis, et nous sommes tous confrontés à cela. Nul n'y échappe. Et oui, je te laisse terminer, mais je trouve ça très fort, cette manière de le dire. Oui, mais c'est aussi important de dire qu'on en a tous, parce que si on veut changer, si on veut lutter contre les discriminations, on ne peut pas opposer les populations, notamment dans les entreprises, et on ne peut pas amener juste une approche culpabilisante. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'être conscient de ces stéréotypes et de ces biais. Donc, nous avons tous des biais, il faut en être conscient. Et deux, il faut essayer de les maîtriser pour qu'ils ne nous provoquent pas des comportements discriminants. Donc, c'est ça le plus important. Donc, je reviens au monde de l'entreprise. Quand nous, on veut faire changer les comportements professionnels, par exemple, quand on veut accompagner l'entreprise vers des pratiques RH de recrutement, de promotion interne, de rémunération plus inclusive et moins discriminante, le passage obligé, c'est de travailler sur les comportements individuels et donc sur les biais inconscients. Et donc ça passe par des formations, ça passe par des sensibilisations pour, faire prendre conscience à tous les collaborateurs dans l'entreprise que nous avons tous des biais parce que notre cerveau fonctionne comme ça, mais qu'en revanche, il ne faut pas laisser ces biais prendre le dessus dans les décisions professionnelles, c'est-à-dire quand on recrute, quand on veut promouvoir quelqu'un, quand on veut évaluer quelqu'un, quand on veut rémunérer quelqu'un, ou juste quand on interagit avec l'autre dans l'entreprise, parce qu'il y a aussi des situations comme ça interpersonnelles, de relations interpersonnelles où on peut aussi discriminer sans le vouloir.
Et en tout cas, c'est important de former les entreprises à la non-discrimination dans les comportements, dans le management aussi, et dans les pratiques RH. Ce qui permet aussi de créer une culture inclusive, où chacun va prendre conscience qu'en fait, finalement, on fonctionne tous de la même manière, mais que surtout qu'il y a un moyen d'être beaucoup plus inclusif ensemble. C'est ça, et d'y arriver finalement, de casser ces différentes barrières qui peuvent nous opposer, si je vais utiliser ce terme-là. Et je voulais savoir aussi, alors, comment est-ce qu'on arrive à mesurer l'impact, que ce soit pour les entreprises, mais aussi pour les candidats? Donc l'impact des différentes actions pour Mosaïque RH ou alors pour toutes les initiatives que vous mettez en place. Alors pour Mosaïque RH, en fait, on a un indicateur qui est très simple et qui est très important. C'est le nombre de recrutements qu'on réussit à faire chaque année. Donc, depuis qu'on existe, on a fait plus de 25 000 recrutements. Ça veut dire qu'on a permis à 25 000 personnes d'être recrutées dans les entreprises à hauteur de leurs compétences. Ça, c'est très important pour nous parce que tout le travail d'accompagnement des entreprises que nous menons depuis des années, tout le travail d'accompagnement des candidats que nous menons aussi, est fait pour permettre à des personnes de s'insérer professionnellement et d'éviter d'être discriminés sur la base de critères qui n'ont rien à voir avec leurs compétences ou ce qu'ils peuvent et leur savoir-être. Exactement. Donc ça, c'est un indicateur que nous, on se fixe, mais qu'on demande aussi aux entreprises, qu'on engage les entreprises aussi à se fixer ce type d'indicateur. Pourquoi ? Parce que la formation est là pour accompagner le changement des mentalités, des comportements. Mais tout ça doit amener à un résultat. Absolument. Et le résultat, c'est moi, entreprise, à combien de personnes je vais permettre d'être recrutées chez moi de manière inclusive, et à combien de personnes qui ne seraient pas venues chez moi sans ce type d'action, de formation, de sensibilisation, je vais permettre l'accès. Parce que ce qu'on essaye de faire, encore une fois, c'est de rétablir une équité de traitement. C'est-à-dire de mettre en place des actions qui vont venir corriger une situation d'inégalité ou un déséquilibre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui ne se posent pas la question de est-ce que mes pratiques de recrutement sont inclusives ou pas, et ensuite qui s'étonnent qu'en fait les personnes se ressemblent tous, que les comités de direction se ressemblent tous et qu'il y a un profil type dans l'entreprise, et alors que ce sont des entreprises qui disent être inclusives et vouloir diversifier. Donc en prenant ce type d'indicateur, eh bien, c'est quand même beaucoup plus simple. On suit le nombre de recrutements de personnes en situation de handicap. Tout de suite, c'est très factuel. On suit l'indicateur du nombre de femmes, notamment dans les niveaux de direction. Eh bien, on peut avoir comme ça différents indicateurs, et notamment l'indicateur quartier politique de la ville, qui est un indicateur que nous, on suit de plus en plus, c'est-à-dire le nombre de personnes qui habitent dans un quartier défavorisé ou dans une zone rurale. Qui réussit donc à être... et qui réussit à être recrutée dans l'entreprise. Voilà. Et ça amène en fait cet indicateur d'origine sociale et territoriale, qui est aussi important, qui n'est pas très connu, mais qui manque énormément dans les indicateurs de politique diversité. Et les entreprises qui le suivent voient bien tout l'impact que ça amène, parce que ça vient aussi diversifier les recrutements de l'entreprise avec une dimension qui n'était pas traitée jusqu'à présent, c'est-à-dire toute la dimension origine sociale, territoriale, culturelle, et je dirais même académique, parce que parmi les populations
les plus socialement défavorisés, il y a beaucoup de profils universitaires et il y a très très peu de profils grandes écoles de commerce. Par définition. Ouais, très bien, mais du coup, ça me fait penser à une question que j'avais, c'était... Donc on parle d'inclusion, mais les entreprises, tu le sais mieux que moi, que c'est aussi la performance qu'ils recherchent. Est-ce qu'on peut dire que l'inclusion, et à quel moment on le dit, et puis quels sont les chiffres qui le prouvent que l'inclusion crée de la performance? Parce que finalement, les entreprises, c'est ce qu'elles recherchent. Bien sûr, être performante et puis faire plus concrètement. Est-ce qu'on peut le dire? Et puis avec quel chiffre Alors, il y a différentes écoles. Il y a l'école qui fait un lien, en effet, entre la diversité et la performance en démontrant le gain de rentabilité, notamment pour une entreprise qui a des équipes plus diverses. Donc ça, ce sont les études McKinsey qui démontrent une performance de 30% supérieure pour les entreprises qui ont des équipes diversifiées. Et puis il y a aussi l'autre école qui dit mais en fait pourquoi est-ce que la diversité devrait amener de la performance supplémentaire? Finalement, on parle surtout d'égalité de traitement. Pourquoi est-ce que traiter également, de manière égale, des populations devrait être conditionné à l'apport d'une performance supplémentaire? Voilà, donc c'est vrai que ce sont deux positions qui s'entendent. Il y a des arguments des deux côtés, mais en même temps, on le voit très bien, dans les entreprises, l'argument de performance, il est très attendu. Donc oui, bien sûr que ça amène de la performance économique, mais ça amène aussi beaucoup de performance sociale. Moi, j'aime bien parler aussi de performance sociale. Pourquoi? Parce que quand vous avez des postes qui sont non pourvus depuis plusieurs mois, parce que l'entreprise a eu une politique de sourcing qui était trop restreinte, à chercher uniquement les profils qu'on a l'habitude de recruter, sans aller voir à l'extérieur s'il y avait d'autres profils qui auraient les compétences, mais qui peut-être auraient un profil différent, un parcours différent, et donc sans élargir le vivier de candidats disponibles, eh bien, là, l'entreprise perd de l'argent en fait. Elle perd de l'argent en continuant à chercher des profils qui n'existent pas, le fameux mouton à 5 pattes, sans élargir. Un poste qui est non pourvu, c'est un poste qui coûte de l'argent. Donc on peut ramener de la performance aussi, faire gagner du temps aux recruteurs, faire gagner donc de l'argent aux entreprises, en ayant une vision du recrutement qui est beaucoup plus large, en allant chercher des profils beaucoup plus divers que ceux qu'on a l'habitude de recruter. Donc ça amène de la performance, j'allais dire économique et sociale. Et pourquoi performance sociale? Parce qu'une entreprise où il y a une culture inclusive, une culture où on fait attention aussi à maintenir un cadre de travail où les gens se respectent, où la diversité est respectée, où les personnes sont traitées équitablement, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation de santé, quelle que soit leur origine, eh bien ça crée aussi un bien-être, ça crée aussi de la fidélisation à l'entreprise, ça crée de l'attractivité. Les gens qui sont bien dans un poste, qui sont bien dans une entreprise parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vieillir bien dans cette entreprise, dans un cadre respectueux, que s'ils sont malades, eh bien, on va tenir compte de leur situation, que s'ils viennent d'un parcours différent, on ne va pas les stigmatiser. Eh bien, ce sont des entreprises qui sont des personnes qui sont attachées à leur entreprise. Donc, il y a une problématique d'attractivité, mais aussi de rétention. Rétention, fidélisation, fierté d'appartenance à l'entreprise. Et puis, moins d'absentéisme aussi, quand vous avez des politiques qui sont orientées vers le bien-être au travail. Non, mais absolument. Et est-ce qu'on peut dire que tout ce qui est les sujets d'inclusion et de diversité, c'est un sujet uniquement RH. Et donc, je pense aussi à le rôle que doit jouer le COMEX, en tout cas la direction d'une entreprise, pour pousser des initiatives comme celle-là. Alors oui, c'est très important. Le rôle des dirigeants est fondamental.
dans les politiques d'inclusion. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on veut travailler sur les éventuels freins internes, quand on veut rendre les processus internes plus inclusifs, ça demande du temps, ça demande des moyens humains et financiers. Et donc, si vous n'avez pas des dirigeants qui soutiennent la démarche et qui vont donner ce temps, permettre aux équipes de prendre ce temps et permettre aux équipes d'avoir les moyens de mettre en place les actions nécessaires pour transformer l'entreprise comme elle devrait être transformée dans la durée et de manière efficace, eh bien ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne par à-coups. Moi je le vois chaque jour quand je travaille avec des équipes dirigeantes qui mettent l'inclusion au cœur de leur stratégie et qui disent « moi je veux que mon entreprise soit inclusive à tous les niveaux, je sais que ça va prendre du temps, je sais qu'il va falloir mettre des moyens, dégager des équipes pour travailler sur le sujet, des budgets aussi. Eh bien, vous avez des équipes dirigeantes qui s'impliquent sur le sujet, qui posent le sujet dans le COMEX à chaque réunion, ou en tout cas régulièrement, qui suivent l'avancée des actions, qui demandent des comptes aussi en interne pour mesurer l'impact de ces actions, absolument. Eh bien là, ça fonctionne, parce que ça veut dire que le COMEX est impliqué, ça redescend sur les managers, ça redescend ensuite sur les collaborateurs, sur les équipes. Et donc là, on a finalement une politique d'inclusion qui irrigue toutes les veines de l'entreprise. Et avec une impulsion qui est portée au plus haut niveau, qui est donnée au plus haut niveau, et qui permet en fait la durabilité de l'action. Parce qu'il n'y a rien de pire pour des politiques d'inclusion que le stop and go. Absolument. Voilà, je lance quelque chose, puis ensuite je ne suis pas trop, je n'ai pas d'indicateur pour suivre, je n'ai pas forcément d'impulsion, ou j'ai des moyens, il y a une année j'ai des moyens, l'année d'après j'en ai plus. En fait, c'est complètement inefficace, et puis c'est fatigant, aussi usant pour les équipes en interne, parce qu'elles ont l'impression qu'elles commencent quelque chose, qu'elles ne continuent pas. Donc la régularité est importante, les moyens mis en place sont importants, et le portage au plus haut niveau est aussi important. Ok, très bien. Non, mais je comprends donc cette régularité, finalement c'est un sponsorship, un sponsorship fort qui est membre du COMEX, certes, mais en tout cas dans la direction, et qui va insuffler et porter tout le long, parce que c'est pas en une journée que ça se fait, de ce que je comprends et de ce qu'on constate, et donc d'être dans cette durée, et parfois il y a des moments plus compliqué, et donc être à mesure de suivre. Oui, parce qu'en fait, il faut que tous les services de l'entreprise puissent intégrer une dimension inclusive. Je prends un exemple, on parle beaucoup de RH, mais la politique d'achat est importante aussi. La manière dont l'entreprise interagit avec ses fournisseurs et même interagit avec ses clients est importante aussi. Parce qu'une entreprise peut aussi influencer ses fournisseurs, peut demander à ses fournisseurs des comptes sur leur politique RSE. On peut demander, je donne un exemple très précis, un cabinet de recrutement avec lequel on travaille, eh bien, d'intégrer l'inclusion. D'être proactif sur la recherche de profils différents, de femmes, de ne pas discriminer les seniors, de ne pas discriminer des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est très important. Les fournisseurs, une entreprise peut aussi décider de réserver une partie de ses achats à des structures à impact, à des structures dirigées par des femmes, à des start-up créées par de jeunes entrepreneurs dans les quartiers. Donc c'est une manière aussi pour l'entreprise d'avoir un impact plus global sur la société dans laquelle elle évolue. Et ça peut se faire à travers les achats, ça peut se faire à travers la relation avec ses clients, avec ses fournisseurs, et avec aussi son environnement immédiat. Les associations qu'elle va soutenir dans son périmètre
géographique, les projets qu'elle va pouvoir soutenir en local, les partenariats qu'elle va pouvoir mettre en place avec les établissements scolaires qui sont dans son environnement immédiat, les jeunes qu'elle va pouvoir recruter en stage de troisième, en stage de seconde, et qui galèrent énormément et qui habitent dans le quartier d'à côté. Donc tout ça, ce sont des actions qui participent à l'inclusion au sens large, soit au niveau de la société, et là on est plus dans la responsabilité sociale de l'entreprise, comme dans l'entreprise elle-même, pour un maximum de cohérence finalement. Quand on réussit à être soi-même entreprise inclusive et à participer à une société inclusive, et pour moi c'est ça le ticket gagnant en fait. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous allons parler du COMEX, des directions en tout cas en entreprise, mais moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est celui des managers. Donc, je voulais comprendre un peu le regard que tu portes sur le rôle des managers. Comment on fait pour les embarquer? Parce que finalement, ils sont un peu au milieu entre les équipes, la direction qui va certes impulser, etc. Mais dans la mise en œuvre, ça va être les managers. Comment je fais en tant que dirigeant et ce que tu constates aussi toi dans les accompagnements, les conseils que vous apportez, comment je fais pour embarquer aujourd'hui des managers sur des politiques de ce type-là? Alors c'est vrai que les managers jouent vraiment un rôle central dans l'organisation. Ils sont un peu la courroie entre la tête de l'entreprise et les jambes de l'entreprise, comme Absolument. je dis. Donc, c'est bien dit, oui. Mais en même temps, je trouve qu'ils se situent à peu près au niveau du cœur. Donc il est important en fait de leur donner du sens. Il est important qu'ils comprennent pourquoi c'est important de travailler sur l'inclusion. Parce qu'en effet, il ne faut pas oublier qu'ils ont des objectifs à atteindre, qu'ils ont parfois pas mal de pression, d'accord, une pression qui vient du haut, qui vient de l'extérieur, mais qui vient aussi souvent du haut. Et puis, ils doivent gérer des équipes qui ont des attentes, qui ont aussi leur vision, leurs stéréotypes. Donc, c'est un rôle qui n'est pas facile, mais en même temps qui est porteur d'impact, et d'un impact très important. Donc, leur donner du sens. Pourquoi c'est important? Parce que l'entreprise est une entreprise qui défend l'inclusion, qui a des valeurs d'inclusion. Donc, finalement, ça fait partie de leur rôle, de leur objectif. Quand l'inclusion devient un objectif à atteindre pour les managers, ils vont l'intégrer en tant que tel. Et ils vont l'intégrer en tant qu'objectif. Ce n'est pas juste à leur bon vouloir, ce n'est pas juste le manager qui est gentil va faire de l'inclusion, le manager qui n'est pas gentil ne va pas en faire. Non, finalement, ça devient la mission de tous les managers. Oui, ou pas simplement une case à cocher. Pas qu'une case à cocher, ça fait partie de leur travail. Donc ça, c'est quelque chose qui, en effet, doit être fixé au plus haut niveau comme objectif à atteindre, d'être inclusif. Et donc, ça se matérialise de différentes façons. Il y a des entreprises qui incentivent, il y a des entreprises qui demandent des plans d'action. Voilà, donc, différentes modalités existent. Mais en tout cas, ça devient un impondérable pour le manager. Maintenant, deuxième point, après avoir donné du sens et des objectifs, il faut donner aussi les moyens. Il faut donner les moyens, c'est-à-dire qu'un manager, si on lui fixe cet objectif en plus, mais qu'on ne lui donne pas les moyens de l'atteindre, c'est comme tout autre objectif, il ne va rien se passer, ou alors, il va faire en sorte de ne pas y arriver. Mais je pense qu'il faut accompagner aussi les managers, les former au sujet, puisque ils ont tellement de formations dans tous les sens, c'est vrai. Ils ont beaucoup de formations métiers. Sur les formations inclusion, et même vous pouvez même dans les formations métiers intégrer de l'inclusion, c'est encore mieux finalement, les sujets d'inclusion et de diversité et de RSE, mais ils ont besoin d'être outillés.
Voilà, outillés parce qu'ils ont des équipes à gérer. Donc face à une situation, si le manager ne sait pas comment faire, il va être mis en difficulté. Donc mis en difficulté, il ne va pas vouloir continuer à travailler sur le sujet. Donc important de l'aider à gérer les situations managériales où il y a des sujets d'inclusion, de gestion de la diversité. Donc les former et les former régulièrement. Ce n'est pas une formation pendant 1 an et puis plus rien pendant 4 ans. Non, c'est régulièrement pour que ça finisse par être intégré finalement comme une compétence supplémentaire par le manager et qu'il y voit aussi l'impact généré au quotidien. Parce qu'un manager qui est mieux outillé pour gérer des situations du quotidien avec ses équipes, eh bien c'est un manager qui se sent mieux, qui est plus performant aussi. Voilà, et qui comprend mieux le sens aussi de ces politiques d'inclusion. Donc, objectiver, mais aussi outiller, accompagner au quotidien, et puis aussi, je dirais, valoriser dans ce rôle de manager inclusif. Ça veut dire aussi voilà, être mis à l'honneur, être félicité, être valorisé à travers voilà, de la communication interne pour tout j'allais dire, l'engagement, pour son engagement aussi et pour tout le travail engagé sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'entreprises qui n'osent pas parler de ce sujet, qui n'osent pas mettre en avant le sujet d'inclusion, de diversité. Oui, parce que ça demande aussi un engagement, ça demande d'en prendre. Absolument. De s'engager. Et puis, c'est pas en une journée que ça se fait, en une nuit, c'est vraiment sur la durée. Donc, effectivement, ça va demander aussi au manager de sortir de sa zone de confort aussi, pour certains. Oui, et c'est dans ce sens où ça doit être, pour moi, reconnu comme faisant partie de la performance individuelle. Pour moi, un manager inclusif, eh bien, ça doit être aussi voilà, évalué en tant que tel, comme manager performant et inclusif. Donc dans les critères d'évaluation de la performance, pour moi, l'inclusion, elle devrait figurer. Parce que mettre en place des actions d'inclusion, changer son comportement, gérer des situations internes qui sont parfois complexes et le faire avec leadership, avec inclusion, avec courage parfois, eh bien, pour moi, ça participe de la performance individuelle. Mais tu vois, la manière dont je le présente, c'est pas toujours présenté comme ça. On demande au manager de faire de l'inclusion en plus de tout ce qu'il fait, sans moyens. Donc, forcément, c'est vécu comme une contrainte. Ça peut être vécu comme une contrainte, alors que ça devrait être intégré finalement dans les missions du quotidien et récompensé en tant que tel. Très bien, mais merci beaucoup. Je vois l'heure tourne, j'ai encore plein de questions et c'est passionnant. Merci beaucoup. Tu en as parlé, donc outiller les managers, et je pensais aussi aujourd'hui avec la tech, l'IA générative, il y a plein de choses qui se passent pour les managers, pour les équipes, pour les candidats aussi, je suppose. Et je voulais comprendre aujourd'hui comment est-ce que toute cette euphorie autour de la tech, de l'IA, transforme aussi le métier, en tout cas les métiers des personnes, que ce soit à la recherche de l'emploi ou même les emplois auxquels les gens sont amenés à postuler. Et un point sur les soft skills, donc les comportements. Aujourd'hui, est-ce que c'est un constat que j'ai fait, mais je veux voir aussi, toi, comment tu le constates et tu le vois, comment ça transforme les candidats, la recherche de l'emploi, la façon d'être des uns et des autres aujourd'hui? Alors c'est vrai que l'IA est un accélérateur, et plusieurs études montrent que finalement les compétences dont nous aurons besoin dans quelques années n'existent pas encore, donc il va falloir inventer beaucoup de choses. Et ça amène à cette compétence finalement d'adaptabilité, d'agilité, qui va devenir finalement pour moi la compétence clé dans les prochaines années. C'est-à-dire que nous ne chercherons plus
des compétences techniques. À l'instant T, nous rechercherons des personnes qui sont capables de s'adapter et d'apprendre de nouvelles choses régulièrement. Et c'est l'IA qui nous pousse à ça, parce que l'IA va finalement nous seconder dans beaucoup de tâches dans les prochaines années. Et donc va nous pousser finalement plus à être là en contrôle, en vérification, en supervision. Et donc ça va nous demander finalement d'autres types de compétences. Les langages vont évoluer, on va avoir des logiciels qui vont nous traduire en simultané dans plusieurs langues. Oui, donc en fait, aujourd'hui, le métier de recruteur est aussi en train de changer. Et ça va pousser davantage l'analyse des soft skills, absolument, plus que ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et ce qu'on dit nous depuis 17 ans finalement, hein, on dit mais en fait un CV ne décrit pas finalement le potentiel d'un candidat. Il faut rencontrer le candidat, essayer de comprendre finalement quels sont ses soft skills pour savoir s'il va s'adapter à votre entreprise et à votre poste. Eh bien, ça va devenir finalement la norme dans les prochaines années. Et donc, pour moi, c'est une formidable aussi opportunité pour la diversité et pour les parcours divers, puisque je pense qu'on va devoir évaluer les candidats différemment. Oui. On va devoir accorder plus d'importance aux soft skills et donc avoir des outils qui aident à analyser et à évaluer davantage ces soft skills ou des modalités d'évaluation. On sait que mettre en situation les personnes, les candidats, c'est très efficace pour comprendre comment ils se comportent dans telle et telle situation, comment ils règlent tel et tel problème, plutôt que juste de lire un CV ou de s'en tenir au diplôme, par exemple, ce qui est très partiel, on va dire, comme analyse. Donc, moi, je pense que le métier de recruteur a besoin d'évaluer et je pense aussi que ça va aider beaucoup de profils qui ont des parcours un peu atypiques à monter en puissance dans les shortlists. Mais en même temps, on voit quelque part les limites de l'IA dans les algorithmes de matching qui peuvent recréer des biais. Absolument. Qui sont déjà le reflet de notre société, hein, mais du coup absolument, qui vont les multiplier encore, si je veux bien. Absolument. Et donc, ça veut dire que les recruteurs vont avoir besoin d'être formés très régulièrement et que la vigilance de l'entreprise doit être absolument mise aussi sur la diversité des shortlists qui vont sortir de ces ATS, de ces outils de gestion de candidature. Et donc, on va dire que un certain contrôle à la sortie va être important à faire pour voir si l'algorithme finalement a bien fait son boulot, s'il y a assez de diversité ou pas. Et donc ça s'accompagne dans les entreprises. Aujourd'hui, les formations au recrutement non discriminant, elle est obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 300 collaborateurs. Moi, je pense qu'elle devrait l'être pour toutes les entreprises finalement. Mais surtout qu'elle doit être faite régulièrement et qu'elle doit intégrer aussi ces nouvelles techniques d'évaluation, les algorithmes, pour maintenir une vigilance vis-à-vis de ces outils qui font gagner énormément de temps, mais qui en même temps, en voulant gagner du temps, peuvent recréer des biais. Et je finis sur les nouvelles technologies aussi qui sont censées nous faire gagner du temps. Quand vous mettez en premier niveau d'analyse des candidatures, vous demandez aux candidats de faire des vidéos ou que vous faites faire des vidéos, des sélections vidéo par des agents IA dans un process de recrutement, eh bien, vous pouvez aussi créer un biais parce que vous avez des candidats qui ne sont pas forcément habitués à la vidéo ou qui vont peut-être être filmés dans un cadre qu'ils n'aimaient pas trop
en valeur et donc de mettre cette première sélection vidéo par l'IA en premier niveau et qui peut être éliminatoire finalement. Vous voyez, en voulant peut-être gagner du temps, on va peut-être on va créer d'autres problèmes, on va écarter des candidats qui peut-être sont très très bons mais qui ne sont pas à l'aise face à une caméra ou face à un agent IA. Donc vigilance vis-à-vis de ces outils et toujours se poser la question pour moi, encore une fois de manière globale dans le processus de recrutement, des outils, est-ce qu'ils sont inclusifs ou pas inclusifs? Est-ce qu'ils vont me faire gagner du temps mais finalement discriminer certains candidats? Et avoir cette vigilance vis-à-vis de ces outils et cette préoccupation de l'inclusion à tous les niveaux du processus de recrutement. Non, mais c'est hyper intéressant effectivement parce que ça peut créer d'autres gaps entre les différents candidats. Et je voulais comprendre, alors je lisais récemment le dernier Harvard Business Review qui est sorti, où il disait très clairement que les compétences, donc ça rejoint ce que tu dis, hein, ça va être les compétences de demain, ça va être vraiment les relations humaines. Comment est-ce qu'on arrive vraiment à connecter avec les autres? Et ça m'a fait réfléchir aussi parce qu'effectivement la tech, elle évolue, etc. Donc finalement, l'humain, on a l'impression qu'il y a de moins en moins d'humains. Et donc, de comprendre ça, que les soft skills, les relations humaines, la manière dont on interagit avec l'autre va être encore plus demandée, c'est rassurant. Ça rassure aussi de se dire, certes, il y aura des métiers qui vont disparaître, mais la qualité fondamentale qui est les relations humaines, qui ne s'apprennent pas forcément à l'école, mais que tout le monde peut apprendre, sont les premières compétences. Moi, en tout cas, ça m'a rassurée et je trouve ça hyper important dans tous les accompagnements, que ce soit pour les managers ou les candidats, de pouvoir d'être à mesure de leur apporter cet accompagnement-là. Alors, je voulais poser une dernière question avant qu'on termine notre échange sur alors 2 questions en une, parce qu'il y en a une, ça va être vraiment comment on fait pour aujourd'hui. C'est un sujet, moi, qui me passionne beaucoup, c'est les jeunes, la jeunesse qui arrive et qui est très dynamique. Quels sont les conseils qu'on peut leur donner, que ce soit pour le marché de l'emploi? Et ma deuxième question, ça va être la force aussi, l'importance du mentorat. Qu'est-ce que avec Mosaïque, j'imagine que c'est des choses qui sont faites aussi. Je voulais comprendre les actions et puis ton avis sur la question du mentorat. Alors, les jeunes, les jeunes, c'est un public qui est très important pour nous, que nous accompagnons beaucoup. Plus de 70% des candidats qu'on accompagne sont des jeunes qui sont en recherche de leur premier emploi, qui sont aussi en recherche de stage et d'apprentissage, beaucoup d'apprentissage, et qui ont des difficultés parfois à trouver leur contrat d'alternance et donc de démarrer dans la vie professionnelle. Donc on a beaucoup de programmes autour de l'alternance notamment, et on sensibilise beaucoup les entreprises à justement avoir cette vigilance dans le sourcing d'apprentis, d'avoir toujours une part de leurs apprentis qui viennent d'universités, qui viennent de la ruralité, des milieux sociaux moins favorisés, parce qu'on sait que c'est très difficile pour eux. Et donc les jeunes, aujourd'hui, les conseils que je peux leur donner, c'est d'essayer d'anticiper un maximum dans leur recherche d'emploi. Notamment quand on recherche une alternance, il faut commencer très tôt, dès janvier. Il faut commencer à regarder les offres d'emploi qui circulent dans les entreprises. Il faut venir sur le site de Mosaïque RH, n'oubliez pas, toujours. Et notamment d'aller vous connecter sur la plateforme mosaïquetalent.com, très important. Donc de s'y prendre tôt, d'anticiper. D'avoir toujours un CV bien ficelé avec les dates d'alternance, avec la durée, toutes les informations sur un CV pour aller beaucoup plus vite et que le recruteur comprenne tout de suite ce que vous recherchez et pour quelle durée.
de bien se préparer aussi à l'entretien. Alors, vous avez dit qu'on a des parcours d'accompagnement, mais vous avez beaucoup d'autres associations, notamment au sein du collectif Ascenseur, qui est situé à Bastille, que nous avons confondé avec Article 1. Vous avez un certain nombre d'associations qui aussi accompagnent des publics jeunes. Donc se préparer, puisque voilà, on sait, ils sont jeunes, ils n'ont pas toujours tous l'habitude d'avoir fait des entretiens. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez parfois des outils qui peuvent aussi préparer à l'entretien, ou de se filmer soi-même et puis de faire plusieurs essais jusqu'à temps d'y arriver. Mais en tout cas, important d'être aussi en capacité de communiquer sa motivation, de communiquer, d'expliquer son parcours, d'expliquer ce qu'on a envie de faire. Même si ce n'est pas inné, en s'entraînant, on peut arriver quand même à avoir un résultat qui est anticiper, s'entraîner, et puis ne pas hésiter aussi à suivre des programmes de mentorat, comme tu viens de le dire. Et ça fait une transition avec le mentorat, c'est-à-dire d'avoir aussi un regard extérieur avec des professionnels qui vont aider non seulement dans la recherche, en ouvrant le carnet d'adresses parfois, c'est très important, on revient à ça, mais beaucoup de jeunes n'ont pas beaucoup de réseau, donc ils font comme tous, c'est-à-dire qu'ils répondent à des annonces en ligne, quitte à envoyer 200, 300 candidatures, c'est un travail qui est colossal, et donc en ayant parfois un mentor, ça peut aider à mieux cibler, ça peut aider aussi à connecter quelques personnes, soit en direct via le carnet d'adresse du mentor, soit via LinkedIn, en allant connecter quelques personnes, en leur posant quelques questions sur leur entreprise, en demandant si l'entreprise recherche des jeunes diplômés, soit pour un emploi, un premier emploi, soit pour une alternance. En tout cas, d'aller à la rencontre comme ça, soit via son mentor, soit via le contact de son mentor, soit en direct sur les réseaux sociaux, avec des personnes avec qui on va ouvrir un échange, parler de sa recherche, et donc attirer l'attention. Voilà, attirer l'attention, puisque quand on recherche un emploi, on n'est pas le seul à rechercher un emploi. Souvent, on est noyé dans la masse de personnes qui recherchent un emploi. Et donc, d'attirer l'attention pour sortir du lot, c'est très intéressant. Et souvent, ceux qui arrivent assez rapidement, c'est ceux qui arrivent à trouver le bon contact, attirer l'attention de la bonne personne, aller dans les forums de recherche d'emploi ou aller dans des événements professionnels, pas forcément des événements de recherche d'emploi, mais des événements autour de la finance, autour de la tech, autour de l'industrie, et réussir à rentrer dans ces événements et de discuter avec des personnes qui vont nous permettre ensuite de trouver le bon contact dans l'entreprise en question et de se faire identifier. D'accord, donc le réseau finalement le réseau, travailler son réseau, très important. Travailler son réseau. Très important, et un conseil que je donne aussi quand on fait un stage dans une entreprise, quand on fait une alternance dans une entreprise, quand on rencontre des gens dans une entreprise, très important de garder le lien avec cette entreprise, avec ses mentors, avec ses tuteurs, avec les personnes qu'on a rencontrées, de les contacter régulièrement pour constituer ce réseau qui va finalement les suivre tout au long de leur carrière. C'est un travail, ça prend du temps, mais c'est très précieux parce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens autour de soi, soit pour être conseillé, soit pour être orienté, soit pour aider d'autres personnes aussi. Moi, j'ai des anciens candidats d'il y a 15 ans qui aujourd'hui sont dans les entreprises, et il m'arrive de leur envoyer des profils en leur disant « Ces jeunes cherchent un stage, un premier emploi, est-ce que vous pouvez les aider, est-ce que vous pouvez faire circuler le CV dans l'entreprise pour voir ?» Et ils le font, très, très, très gentiment, on va dire, parce que c'est aussi une manière pour eux de renvoyer l'ascenseur. Donc voilà, donc la question du réseau, elle est très importante. Et pour moi, c'est un peu la clé, parce que le réseau qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes, quand ils démarrent leur carrière, ils peuvent le construire au fur et à mesure de leur carrière.
Et ça peut leur servir, bien sûr, à changer de job aussi, hein, parce que quand on rentre dans une entreprise, qu'on a un premier job et qu'on veut changer, eh bien, d'avoir des contacts qui partent un peu partout, qui peuvent aider aussi à entrer en contact avec d'autres entreprises, eh bien, c'est très important. Et qu'on arrive à activer. En tout cas, merci beaucoup, Mariam. Très merci riche toi, comme Andrea. interview. Et je voulais, alors pour mes auditeurs et auditrices, comment faire pour te contacter? Eh bien, pour me contacter, soit sur LinkedIn, donc Mariam Katab, il me retrouve très facilement sur LinkedIn. Voilà, et je réponds sur LinkedIn très volontiers. Donc, très voilà. bien. En tout Surtout cas, sur merci. LinkedIn. Merci beaucoup. Merci pour cette Andrea, interview. merci pour ce temps. Merci, à bientôt. À bientôt.